figurez-vous, Monsieur Lheureux, quand vous êtes allé un peu plus loin que ce qu'on avait prévu, vous avez dit des choses que Madame Dejon avait prévu de dire, n'est-ce pas? Donc, on va lui passer le micro. Et on va trouver d'autres choses dans notre conversation, Madame Dejon, mais vous aviez parlé de réseau, de différents sujets dont Monsieur Lheureux, sur lesquels il vient de s'exprimer, mais ce n'est pas surprenant. Hein. Alors, votre vision, vous, Madame Dejon, par rapport à l'expérience que vous avez, de la dynamique qu'il faut créer sur le territoire pour que les créateurs d'entreprises se sentent bien. Oui, je peux être très court parce qu'il a tout dit. Non. Non, moi, mais prenez votre temps, vous êtes, les garçons ont trop parlé, donc vous avez tout le temps qu'il faut. Je prends mon temps. Je pense qu'il est important si on veut innover, et si je parle innovation, je ne parle pas que sur la numérique ou fabrication numérique, je parle aussi des nouvelles formes d'économie, de la social business. Il y a Jean-Baptiste qui a déjà parlé. Je parle des nouveaux modèles de travail, de collaboration, co-création. Si on veut que Dunkerque devienne attractif pour ça, il faut, je pense, créer un parcours, une énergie autour de ça. Et ce parcours, ça commence déjà au niveau éducation. Je pense que c'est là où on doit, et là je te rejoins complètement, il faut apprendre que l'échec, ce n'est pas une erreur. L'échec, c'est une manière d'apprendre. Il faut apprendre aux étudiants qu'il faut oser de se mettre dehors de son zone de confort. Il faut les inspirer qu'ils veulent aussi créer. Et ça se passe aussi avec l'expérience. Donc, est-ce qu'on ne pouvait pas créer une forme d'éducation dans le système, au dehors du système, où les étudiants pouvaient avoir des expériences, comprendre qu'est-ce que c'est d'entreprendre. Après, je pense qu'il faut passer de l'inspiration à vraiment l'idée concrète. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que sont les challenges autour de nous et comment on peut les résoudre? Et à partir de là, il faut aider à les incuber. Oui, on peut avoir une idée, mais il faut aussi avoir un bon business model autour. Donc, je pense qu'il est important, c'est de créer des incubateurs autour de numérique, autour de social business, autour d'innovation, qui peuvent aider les gens qui ont envie de créer, mais qui savent peut-être pas forcément comment. Tout ça, je pense, c'est important de créer cette dynamique. Et c'est pas qu'une seule entreprise ou une seule institution qui peut faire. Je pense que l'important, c'est de collaborer tous ensemble. Il y a déjà une tonne d'institutions ici sur la région qui font des choses. Mais moi, en tant que créatrice, pour moi, des fois, c'était dur de comprendre, mais qui fait quoi? Où je peux chercher les compétences que j'ai besoin maintenant? Je pense qu'il est important, c'est au lieu de faire la compétition pour pouvoir dire après, ah, c'est moi qui ai 100 créateurs, ou c'est non, c'est cette institution, non, c'est... C'est pas mal de parler vrai de temps en temps quand même. Hein. C'est bien, madame, continuez ça. C'est bien. Je pense qu'il est important, c'est qu'on va tous collaborer ensemble. Parce que après, le but, c'est pas que c'est mon institution à moi qui a apporté quelque chose, mais c'est que nous, tous ensemble, on crée le plus d'emplois ou le plus de création possible. Et du coup, déjà, de regrouper tout le monde, d'avoir une vision claire pour des gens qui veulent créer, qui cherchent un emploi, où je vais avec mes besoins. Ça peut être un lieu physique, ça peut aussi être quelque chose en ligne, ou les deux parallèles. Mais je pense qu'il faut qu'on sorte de notre zone individuelle et qu'on regarde qu'est-ce qui se passe et comment on peut collaborer ensemble pour avoir un impact le plus grand possible. Merci beaucoup. J'invite Christophe Fermot, qui est vice-président de la Chambre des métiers, à me rejoindre, mais je vais me tourner vers vous d'abord avant que M. Fermot prenne la parole. Qui souhaite intervenir après ces brillantes interventions? Oui, madame. On va donner madame là-bas. Là. C'est pas madame, c'est monsieur, avec une queue de cheval. Voilà, ça c'est un bon plantage. Mais donc, les cheveux étaient un peu longs. Donc Christian Buis, l'Union syndicale solidaire, les syndicats Sud. Je suis secrétaire général, adjoint. On a des fonctions qui s'appellent conseiller du salarié à l'intérieur de ces instances syndicales et on accompagne donc dans les procédures de licenciement les salariés dans les entreprises et les commerces de moins de 50 salariés. Je voudrais simplement soulever un point qui est une véritable problématique sur le littoral, c'est de conserver nos commerces et les salariés dans nos commerces sur le Dunkerquois. Il y a un turnover qui se fait
et une injustice flagrante. Je vais vous présenter le cas d'un artisan boulanger. 4 emplois. Il a 10 ans, il a investi 200 000 euros dans un commerce à Dunkerque. Il payait 1 500 euros de loyer par mois. Comme vous le savez, les loyers des habitations augmentent de 30% par an. Donc 12 ans après, un loyer d'habitation a été augmenté de 33%. Les loyers commerciaux ont augmenté de 120%. Parce qu'ils sont tout simplement indexés sur le coût de la construction. Ce commerçant et ses salariés avaient un chiffre d'affaires viable puisqu'ils pouvaient créer 2 emplois supplémentaires. Donc un commerce artisan boulanger avec 5 emplois. Or, il payait, quand il a commencé à 1 500 de loyer, 12 ans après, il payait 6 000 euros de loyer dans le centre de Dunkerque pour 140 mètres carrés. On a accompagné donc les premiers salariés dans cette procédure de licenciement. On a discuté avec le patron. Il a alerté les pouvoirs publics comme quoi c'était inadmissible de voir 140 mètres carrés de loyer dans le centre de Dunkerque. On ne le voit pas dans les rues commerçantes à Lille. Personne n'a bougé. Et tous les acteurs à qui on a écrit et qu'on a dit cette injustice n'ont pas répondu et sont ici présents dans la salle. À part le promoteur, M. Bessy, qui a refusé ne serait-ce que de répondre à un seul courrier. C'est assassiner le commerce local. Et ce n'est pas le seul. Tous les bails Bessy sont indexés sur le coût de la construction. Au bout de 10 ans, les gens ne peuvent plus payer. Voilà. Merci pour ce témoignage, monsieur. C'est important que ce soit à rappeler. D'autres personnes souhaitent intervenir? Non? Oui? Oui, pardon, oui, monsieur. Monsieur Jean de Coll, maire de Givelde. Retraité de l'éducation nationale, particulièrement depuis quelques années, ayant travaillé en entreprise, ayant fait les 3-8, c'est une parenthèse, eh bien, je précise que, enseignant en première terminale, BTS et prépa, c'est vrai qu'un enseignant se doit de suivre le référentiel de l'éducation nationale. Mais Jean de Coll n'était pas assez satisfait de cette façon d'enseigner. Il a donc, dans les années 70, amené 2 bus chaque année à Stuttgart. Pourquoi Stuttgart? Parce que vous avez des entreprises modèles tels que Porsche, Mercedes, ensuite Trumpf, Bosch, Mahle, etc. Et en visitant la jeunesse du lycée de l'Europe qui visitait ces entreprises, voyait autre chose que sur notre territoire de Dunkerque. Et ça permettait à notre jeunesse de voir ce qui se passait à Stuttgart, Unterturkheim, pour les moteurs, 18 000 employés, Sindelfingen, 18 000 employés, et Wörs pour les camions, 18 000 employés. Et là, la jeunesse avait pas assez d'yeux pour pouvoir regarder cette technologie et cette belle technologie moderne. Alors, je pense que dans l'éducation nationale, il faut que les enseignants, je l'ai fait pendant 8 ans, hein, il faut que les enseignants inculquent les bases de l'éducation nationale, ok, mais amènent la jeunesse vers d'autres horizons pour voir comment ils peuvent l'appliquer sur notre Dunkerquois. Et ça, c'est du bonheur, parce que j'amenais les élèves au mois de mars-avril, et à partir de là, les résultats des examens étaient exceptionnels, parfois 100%, mais ça ne se dit pas parce que c'est l'école publique. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur de Coll. Je donne la parole devant vous. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Philippe Verbeck, je suis également représentant de la CGT de l'Union locale.
et je travaille au sein de la sidérurgie puisque je fais partie du site d'ArcelorMittal. Je voudrais confirmer l'extraordinaire richesse de pouvoir travailler ensemble et confronter les idées entre filières, parce que finalement, c'est ce que nous avons fait à la CGT entre nos fédérations chimie, mine-énergie et métallurgie pour regarder la cohérence complète du projet hydrogène qu'a amené Marcel Croquefer. Je crois que c'est extrêmement important pour la sidérurgie sur le bassin dunkerquois, puisque vous l'avez tous dans les chiffres, hein, c'est 5 000, un peu plus de 5 000 emplois directs, c'est 20 000 emplois au total, avec, puisque c'est 3 emplois induits, indirects, donc 20 000 sur le dunkerquois, donc énormément de familles qui sont concernées par la situation, et je confirme le lobbying très très fort de la direction du groupe Arcelor auprès du gouvernement français et auprès de l'Europe, pour faire pression par rapport aux exigences qui montent sur la hausse du prix d'émissions de CO2, avec un groupe qui développe l'idée qu'on serait arrivé à la limite de la rupture technologique. Et bien là, par cette collaboration qu'on effectue en notre sein, on démontre qu'il y a tout un champ des possibles, qu'il y a des possibilités réelles pour non seulement capturer et pas enfuir, comme on le disait à Florange, mais retraiter directement le CO2. On a une ambition à travers ce projet de retraiter 50% des émissions de CO2 sur le Dunkerquois de la sidérurgie ou d'autres secteurs, hein, puisqu'il n'y a pas que la sidérurgie. Donc c'est un enjeu environnemental, économique et social très très important, fondamental. Et je crois que là, ce travail qu'on a pu développer, nous, au sein de notre organisation syndicale, je pense qu'il serait très intéressant que ce soit développé au niveau des fédérations professionnelles et qu'on sorte un petit peu de ce schéma concurrentiel pour arriver à des coopérations industrielles, parce que c'est très important pour l'emploi. Et puis pour finir, en termes d'attractivité, parce que c'est l'autre gros mot, il y a deux gros mots, il y a emploi et attractivité. L'attractivité aussi pour les métiers dans l'industrie, ça passe par les questions de statut, hein, et Dieu sait si le statut, et notamment le CDI, est attaqué aujourd'hui en France. Et donc le statut pour demain, c'est certainement pas le statut d'intérimaire ou de contrat à durée indéterminée. Et l'attractivité, c'est bien évidemment le salaire. Monsieur derrière moi parlait de l'Allemagne. Je pourrais vous ramener la fiche de paye d'un sidérurgiste en Allemagne et on comparera avec un sidérurgiste sur le Dunkerquois. Et donc, bien évidemment, la question des salaires est posée, parce que ça n'est nulle part. Il y a beaucoup de mots, mais il n'y a pas le mot salaire. Et il y a une commission d'enquête nationale qui s'est exprimée sur les métiers de la sidérurgie, de l'aluminium, enfin des industries extractives, et qui a rendu ses conclusions il y a 2 ans, et qui a effectivement posé la question de la problématique du salaire d'entrée dans nos industries, telles que la sidérurgie sur le Dunkerquois. Merci. Merci, monsieur. Je vais me tourner vers vous, monsieur Fermot, parce que c'est pas facile, hein, de réagir à chaud à tout ce qu'on vient d'entendre, à la richesse des propos. Comment vous vivez tout ça? Des propos très riches, mais je suis content qu'on nous laisse parler un peu de l'artisanat, parce qu'on ne l'entend pas souvent. Monsieur Flageolet disait tout à l'heure que l'avenir, c'est les PME. Nous avons des tailles d'entreprises qui sont peut-être pas encore des PME, mais qui sont de belles entreprises sur le territoire. Et notre préoccupation principale au cours de ces échelles pour la Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est de faire reconnaître l'artisanat et les entreprises artisanales comme un acteur et un potentiel de développement pour ce territoire. L'artisanat, c'est un secteur avec beaucoup de métiers qui crée l'entrepreneuriat, qui crée une activité, qui crée de l'emploi. On est aussi très important dans la formation des jeunes, puisqu'on forme 6 000 jeunes sur la région par le contrat d'apprentissage. On a 9 jeunes sur 10 qui sortent de ces formations diplômantes avec un emploi stable, durable et non délocalisable. Donc c'est pas tout à fait anodin. Il y a sur le territoire une antenne de l'URMA qui va bientôt voir le jour. Et URMA, c'est l'Université régionale des métiers de l'artisanat. Il y en a 14 sur la région. Et c'est vraiment bon pour l'activité du territoire, parce que nous sommes le territoire régional où il y a le moins de densité artisanale de la région. Voilà. Donc, il est également important que l'artisanat puisse être pris en considération, même type que l'industrie, et puisse collaborer avec ces grandes entreprises afin de construire la relance du territoire. On a
largement participé aux États généraux de l'emploi. Au sein de 7 groupes sur 15, nous avons fait 9 contributions et nous avons sorti 4 objectifs majeurs. C'est de développer l'économie de proximité avec les circuits courts et tout ce qu'on a pu y voir. C'est de rendre le territoire plus attractif pour les entreprises artisanales. Monsieur le disait tout à l'heure, il s'agit principalement d'une problématique de locaux. Il y a des projets de villages d'artisans qui relèvent de cet objectif. Il convient de proposer des solutions avec le lien à la nature du foncier disponible et au regard des besoins des entreprises en fonction de leur activité. Ça, c'est important pour nos entreprises aujourd'hui, de trouver des locaux adaptés à leur activité et leurs revenus et chiffre d'affaires. Le troisième objectif, c'est de développer la responsabilité sociétale des entreprises artisanales. Donc d'accompagner et de valoriser toutes nos entreprises avec tous les dispositifs qu'on a au sein de la Chambre des métiers, notamment dans le développement durable, dans la transition énergétique, tous ces domaines où les entreprises, notamment dans le bâtiment, pourront progresser sur le territoire. Et le quatrième objectif, c'est de définir un plan de communication local sur le secteur de l'artisanat. On le disait tout à l'heure, les métiers évoluent, mais l'image pas encore assez. On voudrait faire reconnaître nos métiers, qui sont des beaux métiers, qui créent de l'emploi, qui, comme dans l'industrie aujourd'hui, ont vraiment une attraction pour les jeunes qui ont envie de passionnés, qui ont envie de travailler. Monsieur Fermot, comme le dit la pub, vous êtes la première entreprise de France. Donc, malheureusement, c'est vrai. Pas malheureusement, heureusement. Hein. Heureusement, mais bon, vrai. Monsieur Ness l'a dit pour la CCI, vous le dites pour la Chambre de métier. Je crois que c'est important que ces messages soient diffusés. Globalement, par rapport à ce que vous avez entendu ce matin, certains propos peut-être parfois iconoclastes, que les personnes qui ne sont non représentatives de l'institution, mais avec leur vécu, ont la capacité d'exprimer. Comment vous l'avez ressenti? Ça, je pense que c'est bien. La communauté urbaine a vraiment impulsé une dynamique au niveau du territoire. Et ça a permis de rencontrer des gens. Et je pense que c'est vrai, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on dialogue. Et on a tous les mêmes problématiques. Donc vraiment, on ne se connaît pas assez sur ce territoire. Et on se tire souvent des balles dans le pied en disant Dunkerque, c'est pas ça, mais Dunkerque, il y a de quoi faire, quoi. Bon, bah, c'est déjà un premier début de conclusion. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci les uns et les autres. Alors maintenant, je vais essayer de faire une première synthèse des synthèses avant que le président Vergrit nous rejoigne à la tribune, mais avec monsieur le sous-préfet et monsieur Bailleul, le premier vice-président de la communauté urbaine. Je les invite à me rejoindre. Voilà. Voilà. Monsieur le sous-préfet, si vous voulez bien prendre place là. D'abord, je me tourne vers vous, monsieur le premier vice-président. C'est décoiffant ce qu'on a entendu ce matin. Comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez ressenti? Décoiffant, mais surtout la continuité d'une démarche qui a commencé il y a plusieurs mois. Patrice Vergrit, notre président, l'a dit tout à l'heure, 8 mois de travail intense. Je remercie d'ailleurs les nombreux participants à l'ensemble de ces ateliers qui ont généré du temps, mobilisé de l'énergie. Et donc on avait déjà commencé à voir ces idées neuves apparaître petit à petit au fil des ateliers. Première rencontre, chaque atelier se réunissait 3 ou 4 fois. Première rencontre un peu timide. Et puis tout doucement, les énergies se sont libérées, la parole s'est libérée et on a vu apparaître effectivement toute une série de mesures qui vont certainement permettre ensuite une traduction concrète. Mais ça, le président commencera à le dire tout à l'heure. Mais vous, qu'est-ce que vous avez retenu dans les tables rondes de ce matin qui vous semblent être des nouveaux modes de fonctionnement de la part des acteurs du territoire par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, une nouvelle manière de vouloir travailler? La priorité retenue ce matin, c'est qu'on est capable de travailler tous ensemble. On l'a bien entendu. Oui, on a l'artisanat qui est important. Oui, on ne doit certainement pas lâcher ce qui a fait la richesse de ce territoire, l'industrie lourde. Oui, j'ai pu aller les rencontrer au travers de leur local Works & Co, l'innovation au travers du développement et du numérique. Eh bien, tout ça, ça peut travailler ensemble. On n'est pas cloisonnés, on n'est pas les uns à côté des autres à essayer d'avancer. On est en train de travailler de manière transversale pour faire gagner une seule chose, l'économie du Dunkerquois et, bien évidemment, au travers de l'économie, l'emploi.
Merci, monsieur le sous-préfet. L'emploi est une prérogative d'État, hein. Alors, comment observez-vous cette mobilisation, cette démarche, et comment l'État peut-il accompagner le travail qui est fait sur le territoire? Voilà, le micro vient jusqu'à vous. Je crois qu'il y en avait un sur votre siège. Attention, on ne va pas. Patrice Vergrit, qui était dans la gymnastique. Hein, il était gymnaste dans sa jeunesse. Ah, voilà. L'emploi, prérogative d'État peut-être, mais l'emploi, l'affaire de tous, surtout. Et moi, c'est ce que je retiens dans les États généraux pour l'emploi local initiés par la CUT, c'est cette nécessité impérieuse de pouvoir travailler ensemble. Vous l'avez rappelé, l'emploi, c'est une priorité nationale, c'est une priorité réaffirmée par le gouvernement, le président de la République, avec des dispositifs forts sur lesquels on pourra revenir en cours. Beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements. Cette priorité à l'emploi, dans tous ces dispositifs, c'est également celle de l'ensemble des collectivités. Monsieur de Saint-Ignon, tout à l'heure, l'a rappelé pour le conseil régional, monsieur Paul Christophe pour le conseil général, pour la CUD. Ça, c'est les collectivités. Mais aussi, c'est la préoccupation des chefs d'entreprise, c'est la préoccupation des syndicalistes qu'on a vu ici. Et une fois que tout le monde a dit « ouais, on est tous pour l'emploi », il y a un consensus, bien entendu. Et il y a un consensus non seulement de parole, il y a un consensus d'action et de financement, des financements énormes. Une volonté commune. Et pourtant, le constat qu'on est malheureusement obligé de faire, c'est qu'on reste en but à un chômage de masse. Des chômeurs de longue durée, des jeunes, bien que dans le Dunkerquois, on ait plutôt de bons résultats. Voilà. Alors, et c'est bien ça qu'il nous faut résoudre et prendre à bas-le-corps. Cette unanimité, ce consensus dans la volonté, ce dégagement de moyens extrêmement importants, et cette difficulté à concrétiser. Comment faire? Moi, je salue cette initiative des emplois généraux, parce que c'est comme ça, en voyant, comme aujourd'hui, autour de la table, travaillant ensemble, les chefs d'entreprise, les syndicalistes, les collectivités, les services de l'État. Il faut porter un diagnostic sur le territoire, il faut adapter tous ces dispositifs et ces moyens qui sont considérables à des actions concrètes, déterminées ensemble. Et je crois que c'est ça et qu'il n'y en a pas d'autre de voie pour réussir ensemble. Monsieur le préfet, vous le savez mieux que nous, l'État, et vous le dites régulièrement, l'État déploie beaucoup de moyens, hein, en faveur de l'emploi. Est-ce qu'en fonction de ce que ces états généraux ont généré, en fonction de ce que vous avez entendu ce matin, est-ce que vous ne pensez pas que les moyens pourraient être davantage mieux utilisés par rapport aux attentes qui sont exprimées? Ça a été dit lorsqu'on s'est réunis il y a quelques jours en comité des partenaires, ça a été dit par certaines personnes dans les tables rondes, c'est pas toujours un problème de moyens, c'est un problème de bonne utilisation des moyens qui existent. Comment l'État peut-il mieux flécher, mieux orienter pour que ce qui a été dit ce matin soit mieux pris en compte? C'est ce que je disais. Vous avez raison. Bien entendu, le tout n'est pas d'afficher une volonté ni d'aligner des moyens, c'est de les rendre efficaces. Et cette efficacité, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est effectivement l'adaptation locale et le fait de travailler ensemble. C'est ça les deux maîtres mots. Et c'est comme ça qu'on arrivera à rendre les plus efficaces possibles cet effort commun. On avait tout à l'heure M. Demski et les Arnaud, hein, chacun s'en souvient. Voilà, ça a été un exemple, je crois, où tout le monde s'est mis autour de la table en apportant chacun ce qu'il pouvait, et où on a maintenant un chantier naval qui est en pleine forme et en plein développement. Voilà, ça a été... Et dans cette affaire-là, ça a été vraiment un travail commun, un travail conjoint à partir d'une situation concrète. On pourrait multiplier les exemples. On a en ce moment dans le Dunkerquois, et ça a été dit et redit par les uns et les autres, on a une dynamique qui existe. Et on a la chance de savoir travailler ensemble et d'être dans un même objectif, dans une même volonté. Voilà ces atouts que nous devons développer. Je crois que c'est à notre portée. Alors il faut bien entendu identifier très précisément, parce que vous savez, pour l'emploi, c'est pas très compliqué dans le principe. Hein. L'emploi, si on veut y arriver, il faut des gens qui ont envie de travailler d'abord
et qui ait envie et qui ait la capacité. Ça veut dire de la formation, de l'adaptation, ça veut dire répondre aux besoins. Et sous tout ce travail de mobilisation en matière de formation professionnelle, de motivation, etc., qui est important. Deuxièmement, il faut des employeurs qui aient envie d'embaucher, ce qui n'est pas évident. On sait que les entreprises et la politique du gouvernement y contribuent, retrouvent des marges de manœuvre, retrouvent des capacités d'investissement. On le voit, il y a de très beaux programmes d'investissement menés par nos entreprises ici, mais on sait bien qu'aujourd'hui, la croissance ou l'investissement n'égale pas l'emploi, et que la croissance ou l'investissement est quelquefois plus destructrice d'emplois que créatrice. Mais c'est un préalable, Nos entreprises, il faut qu'elles embauchent, et il faut leur donner envie d'embaucher, leur montrer que c'est possible et les y aider. Donc, il faut des travailleurs ou des gens qui veulent travailler, il faut des entreprises et des employeurs en capacité d'embaucher et les y aider. Et il faut, troisième chose, des dispositifs qui favorisent cette mise en relation et cette adaptation entre les gens en recherche de travail et qui ont envie de travailler et les employeurs qui ont besoin de nouvelles capacités. Ça, c'est tous les dispositifs publics. Et il y a des dispositifs publics tout à fait importants et massifs qui existent. Il y a une volonté locale manifestée par ces États généraux, et je crois que c'est sur ce troisième élément que nous, on pourra pleinement jouer, c'est-à-dire on sait qu'il y a des jeunes et qu'il y a des capacités, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, et des demandeurs d'emploi, et qu'on a un vrai problème de chômage de longue durée avec des gens qui veulent travailler. On sait qu'il y a des entreprises qui sont dynamiques et dans toute leur variété, ça a été rappelé ici, et dans tous les secteurs. Bien entendu, l'industrie est un des points forts du Dunkerquois, on le sait, mais autour d'une industrie dynamique, c'est l'ensemble du tissu économique, ça a été rappelé. Et nous, ce qu'on peut apporter, c'est bien effectivement sur ce troisième pan indispensable, comment on les met en rapport, comment on facilite ceux qui ont envie de travailler, qui n'y arrivent pas, comment on facilite les entreprises, et quand elles ont envie et besoin d'embaucher, comment on leur facilite le travail. Et c'est là-dessus qu'on peut apporter, nous tous, dans notre variété ici, l'appui nécessaire. Merci, monsieur le sous-préfet. Monsieur Bailleul, le dialogue, la concertation font que beaucoup de choses ont été dites et vont en partie obliger la collectivité, parce que, évidemment, vous allez être attendu. Le président va vous dire un certain nombre de choses tout à l'heure. Vous, comment vous pensez qu'il faut réagir derrière un dispositif de cette manière? Sur la méthode, alors. Eh bien, oui. Les états généraux de l'emploi, la baseline, enfin la baseline, c'est un terme un petit peu de communicant. Le petit slogan en dessous, c'était tous mobilisés. Voilà. Défi relevé. Les gens sont présents dans la salle. L'éclectisme des interventions ce matin, des intervenants, mais aussi de l'ensemble des contributions. On espérait avoir 100, 200 contributions. On a dépassé ce chiffre sur le site internet. Donc la volonté effectivement de travailler pour vous, mais surtout avec vous. Et là, on peut féliciter le président de la communauté urbaine qui aurait pu sur cette question vouloir aller très vite, en se disant, à peine élu, je vais faire une série d'annonces. En se disant, on le sait, on sait ce qu'il faut faire, mais on sait très bien qu'on ne sait pas tout ce qu'il faut faire, sinon on ne serait pas réunis ici, aujourd'hui. Alors on a été prudents. On a dit, avant de faire, on va écouter, on va entendre, et on va essayer de transcrire, au travers d'un livre blanc, mais surtout de propositions concrètes qui vont commencer à être annoncées. Elles l'ont déjà été lors du lancement des États généraux de l'emploi, avec par exemple des mesures importantes, comme le plan de rénovation des voiries, qui engage le quotidien des habitants, mais aussi fait travailler des entreprises du TP, comme par exemple notre volonté d'aller sur les métiers de service à la personne, non délocalisables, qui peuvent générer des nouveaux emplois sur notre territoire. Eh bien, cette volonté de continuer le travail que vous avez construit, que nous avons construit tous ensemble, en faisant perdurer aussi sur la méthode les interactions, ne pas s'arrêter aujourd'hui en disant voilà, on a un livre blanc, on va en décliner une feuille de route. Oui, bien sûr, on a un livre blanc et on va en décliner une feuille de route. Mais on ira plus loin. On gardera cette manière de travailler, ce mode opératoire retenu d'écouter et de toujours apprendre de vos expériences respectives. Et pour cela,
je tiens véritablement à vous remercier de tout ce que vous avez réussi à produire. C'est pour nous une richesse très importante. Merci beaucoup.